Fine FM. Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. À présent, notre interview avec notre invité qui s'est installé dans ce studio, ce n'est autre que M. Badi Koba. Il est président de l'UFD plutôt, autant pour moi, président de l'UFD, député à l'Assemblée nationale, député donc pas comme les autres, qui est souvent le seul à ramer contre le courant, contre la vague, la vague jaune à l'Assemblée nationale. Il est avec nous, il va répondre aux questions des investigateurs chroniqueurs de Mirador. Bonjour à vous, Monsieur Ba. Oui, bonjour à tous, puisque je ne vois pas de toutes. Bien. Le plaisir de vous accueillir dans ce studio, dans cette émission. Merci pour votre invitation. Je suis heureux de découvrir cette radio qui est animée par des vieux amis. Bien entendu, franchement. On a beaucoup travaillé ces 10 dernières années et c'est un plaisir. Merci. Première question, Mohamed Maha. Alors, honorable, on va sur un fait d'actualité qui a vraiment marqué les esprits. C'est cette sortie du Premier ministre, d'abord devant votre assemblée, donc devant l'Assemblée nationale, au cours de laquelle il a affirmé ne pas être au courant de qui serait à l'origine de l'ordre qui a eu pour conséquence la casse des maisons à l'intérieur des quartiers à Conakry, mais aussi, disons, dans le Grand Conakry et jusqu'à Boké. Mais il a rebeloté sur une antenne locale en disant que lui, fils de la Basse-Guinée, ne se mettrait jamais devant les gens, donc on peut comprendre entre guillemets qui ne sont pas de la Basse-Guinée, pour venir casser des biens de la Basse-Guinée. Oui, merci. Je suis obligé de vous demander la permission de rebondir sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur les communes, la commune de Ratoma. Des communes et la gestion publique. Ça montre de façon tragique le véritable système de gestion calamiteuse, de corruption qui va de la base au sommet et du sommet à la base. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas un problème d'un parti politique, d'une région ou de qui que ce soit, mais c'est un véritable système qui est là et qui empêchera le peuple de Guinée de jouir des fruits de ses efforts. Et ce n'est pas pour rien qu'on est l'un des pays les plus misérables du monde, je le dis. Mais finalement, puisque vous parlez des systèmes, la question, mais à quel sein finalement se vouer? Je parle du peuple, parce que tous ceux qui sont concernés par cette mauvaise gestion ne sont pas que du pouvoir en place. Sont aussi de l'opposition. On a vu des gestions de délégations spéciales dirigées par des partis d'opposition épinglés pour mauvaise gestion. Absolument. Maintenant, lorsque à quel sens se vouer finalement? Tous ces gens sont installés à l'issue d'élections, et je pense, même si c'est des élections truquées, mais vous savez très bien que le choix du peuple, ce n'est pas de dire que tel, on le connaît, il a l'air droit, il a l'air solidaire, il a l'air honnête, il a l'air compétent. Non, il est de l'ethnie, il faut voter pour l'ethnie. C'est la conséquence catastrophique de ce choix. Donc le peuple n'a que ses yeux pour pleurer. Il n'y a jamais eu de débat politique dans ce pays, je le soutiens. Tous les débats sont régionalisés, ethnicisés, communautarisés. Jusqu'à ce que vous venez de dire. Ce que je disais à la fin. Le mal est là. Il est profond. Est-ce que vous inscrivez... Mais maintenant, vous parlez de la Cour des comptes, mais on est heureux qu'il y ait des éléments là-dedans, des gens qui essaient de faire leur travail, mais vous avez fait allusion à tous les blocages auxquels ils font face. Et en plus, maintenant, je vous dis, pour terminer sur ce chapitre-là, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que ça au niveau de l'État. C'est que la Constitution a dit que, en examinant une loi des finances, par exemple 2021, on doit être en train de faire au moins examiner la loi de règlement de l'année précédente. Effectivement. Et bien là, vous savez à quelle année on est là? On est à 2014, messieurs. 2014. Donc, la gestion est totalement opaque. Vous savez très bien que la gestion manque totalement de transparence. J'ai du mal à comprendre. Vous parlez de loi de règlement. La dernière fois où on a examiné la loi de règlement, c'est ça? 2014. Ça veut dire que c'est le budget 2014. Il reste 2015, 16, 17, 18. Et 19. Et 19. Et 20. 20 oui, ils ne sont pas encore validés voilà. par l'Assemblée nationale. Donc là,
on a posé directement la question, on nous a dit ah non, mais on a le temps, hein, ça peut prendre un peu de temps et tout ça. Bon, je comprends que malheureusement, vous êtes seul, vous battez contre tous. Votre voix semble inaudible dans ce grand bâtiment. C'est un système. Je suis désolé, vous vous contredisez vous-même, puisque c'est vous-même qui contribuez à faire connaître au peuple de Guinée cette opinion qui est largement partagée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on le fait? Non, on le dit. Aujourd'hui, la population. C'est en votre faveur. Vous êtes le seul à vous battre contre ce système. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à dénoncer à la absolument. Est-ce que je vais devant la case de chaque Guinéen pour en parler? Non, les médias en parlent. Et les médias vont chez tous les Guinéens. Et aujourd'hui, la population, croyez-moi, il y a des prises de conscience qui se font. Bien. Alors, pour revenir à la question de Mohamed Mara sur les casses, les démolitions, il y a un Premier ministre qui s'est présenté devant vous et qui a dit qu'il ne sait pas d'où est venu l'ordre. Est-ce que en se dédouanant, mais aussi en dédouanant le président de la République, il revient à la charge chez un de mes concurrents pour dire qu'il ne se met pas devant les gens pour aller casser les biens de la Basse-Côte. Ça veut dire d'abord que ceux qui sont venus casser ne sont pas des fils de la Basse-Guinée. Eh bien voilà, donc voilà le système incroyable dans lequel nous sommes. C'est qu'il y a eu des casses. Et on a d'abord dit qu'il y a d'abord le dégagement des voies, de l'encombrement des voies publiques, et il y a les occupations illégales de domaines appartenant à l'État. Et tout le monde a vu que la casse a commencé à Kaloum. Et elle s'est étendue du côté de Matam. Vous avez vu quand même que c'est pratiquement contrairement à ce qui se passait avant. C'est toute la région qui est touchée. Maintenant, le problème, le drame là-dedans, c'est comment est-ce possible qu'un gouvernement responsable ne soit pas à mesure d'assumer réellement toute cette responsabilité. Il pose des actes et ça devient, non, on ne sait pas qui a fait, et du ping-pong. Et plus grave maintenant, je dis, ça nous ramène au fameux débat ethniciste, c'est que les élites qui se servent la population pour arriver au pouvoir, ce n'est pas pour la population, ce n'est pas ça pour ceux qui l'ont élu. C'est juste un tremplin. La meilleure preuve, les éléments de Basse-Côte, nos frères Soussou n'ont jamais été aussi malheureux qu'à l'époque du général Lansana Conté. Et aujourd'hui, vous avez entendu que tous les mouvements aujourd'hui sociaux qu'il y a en Haute-Guinée, sur le manque d'eau potable, le pillage des ressources de toutes sortes, le manque de commodités quotidiennes, les écoles qui sont en délabrement, les enfants qui ne sont plus scolarisés, c'est la meilleure preuve que les gens qui utilisent, les politiciens qui ont utilisé l'argument ethnique, c'est pour leur enrichissement personnel propre. Ce n'est pas pour la population. Et la population doit se dégager de cette étreinte-là. Maintenant, quand le Premier ministre, il a toujours défendu le communautarisme. Et vous savez très bien qu'il est là pour les mêmes raisons. On dit que non, la primature, c'est la Basse-Côte. Ça appartient à la Basse-Côte. Dans une république avec une constitution qui bannit l'ethnicisme, le régionalisme et tout ça. Donc c'est le système qui est dans ses propres contradictions et nous sommes aujourd'hui dans une véritable crise politique. Alors moi je reviens là. Nous sommes dans une véritable crise politique. Je reviens à la charge. Un Premier ministre d'une république, comme vous l'avez dit, laïque, une nation, un État unitaire et qui dit en tant que Premier ministre, fils d'une région, je ne peux pas accepter de venir casser les biens de cette région. Je ne peux pas Quelle est la sanction de me mettre devant les gens. Quelle est la sanction, selon vous, qu'il mériterait? Est-ce qu'on doit écourter tout simplement son mandat? Est-ce qu'il doit tout simplement être renvoyé? Il n'a de mandat que du président. Il n'a pas de mandat. Évidemment. Je parle du mandat que le président lui a donné parce qu'il a parlé d'un mandat de 2 ans. C'est un contrat, disons. C'est un système prédateur corrompu qui est là. Un système réellement qui est là pour enrichir l'élite. Quelles sanctions vous entrevoyez? C'est tout le système qu'il faut jeter à terre. Non, déjà lui, Kassori. Non, moi c'est pas mon problème. Moi, les bisbilles entre eux, figurez-vous qu'on a une énorme surprise qui nous a encore convaincus qu'il fallait voter ou non contre son discours. C'est lorsque quelqu'un, un député, ce n'est pas moi du tout, qui s'est amusé à le poser, mais alors il paraît que vous avez quelques petits problèmes avec votre patron, le président. Il a dit, mais non, il n'y a aucun problème. Mais comment vous parlez de quoi? Mais non, il n'y a pas de problème, tout va très très bien. Alors que tout le monde sait, dans ce pays, que le système est bloqué. Il ne travaille pas, on ne sait plus où on en est. Alors vous êtes le seul à avoir voté contre cette déclaration. Pourquoi vous justifiez ce vote? Pourquoi? Puisque tout le discours de politique générale qui a été
déroulé par le Premier ministre en 2 heures d'horloge, eh bien, on dirait qu'il parlait de la planète Mars. Il ne parlait pas de la Guinée. Il ne parlait pas des réalités guinéennes. Il a fait des tas il a montré tous les succès de son éclatant son gouvernement, entre autres avoir écrasé l'opposition, entre autres avoir réduit les grèves. Et les grèves, maintenant, parlons-en. Les grèves des enseignants qui ont duré 4 ans ici. Vous savez très bien qu'on les a cassés comment? En recrutant des analphabètes dans les rues pour remplir les écoles en disant allez enseigner. C'est comme ça qu'on a cassé la grève. Et donc tant pis pour les enfants, tant pis pour le système. Ça n'a fait qu'approfondir la crise de l'enseignement. Quelles sont les incohérences grossières que vous avez relevées? Parce que vous êtes un peu habitué aux chiffres, à l'économie. Non, des incohérences, c'est même pas la peine d'entrer là-dedans puisque il ne parle que de promesses et de réalisations aériennes que les gens ne voient pas. Il a parlé de l'ANAFIC. Il a même enfoncé son propre système en disant que oui, grâce à l'ANAFIC, on a fait 800 constructions qu'on n'aurait jamais pu faire si c'était l'administration qui s'en occupait. Donc, il dit lui-même donc son administration, cette machine colossale qui absorbe toutes les ressources du pays, eh bien, elle est inutile aujourd'hui pour la population. Les vérités de M. Badi Koba, président de l'UFD, député à l'Assemblée nationale, sur cette antenne et dans cette émission Mirador. La suite dans 5 minutes exactement, parce que nous allons marquer la pause pour nos obligations commerciales et un nouveau point de l'actualité. Et derrière tout cela, nous revenons pour poursuivre cette interview. L'invité de Mirador en ce jeudi, M. Mamadou Badi Koba, il est président de l'UFD, député à l'Assemblée nationale. Ces questions que nous allons lui poser dans un instant, par quoi justifie-t-il, très attendu sur la question, par quoi justifie-t-il sa venue dans le cabinet du chef de file de l'opposition? Il reviendra également sur le vote qui a eu lieu après la déclaration de politique générale déclinée par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. C'était le mercredi dernier. Devant la représentation nationale, Monsieur Badi Koba avec nous jusqu'au port de 10h, et vous avez la possibilité à noter, donc vous avez la possibilité de vous adresser à lui directement sous le coup de 9h50 pour lui poser vos questions en composant le 629 47 47 98 ou le 666 41 53 53. La suite de l'interview avec vous, Talibé Bari. Monsieur Ba, ce vote qui vous a mis seul contre tous, parce que il y avait, apprend-on, 108 députés, vous étiez le seul à vous opposer à cette politique générale du gouvernement. Est-ce que, peut-être que jusqu'au moment du vote, vous ne saviez pas qu'il y aurait cet élan unanimiste en faveur de la déclaration du Premier ministre, mais est-ce qu'après le vote, vous avez cherché à savoir, à investiguer pour savoir pourquoi autant, à ce point, on a validé cette déclaration? Eh bien, il y a de tristes réalités que vous devez comprendre. Nous l'avons dénoncé. Toute la législature, tous les résultats législatifs ont été fabriqués. Puisqu'il n'y a pas eu de vote dans une bonne partie du pays. Donc, ça a été fabriqué. Et sur les 30 listes candidates, je soutiens qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 qui ont payé de leur poche les frais de campagne. Et la caution. Tout le reste a été payé par le pouvoir. Et donc, vous en avez les preuves? Eh bien, la preuve a posteriori. J'ai la preuve a posteriori, c'est qu'aujourd'hui, personne d'entre eux n'ose sérieusement s'opposer au pouvoir. On peut critiquer, on peut faire toutes sortes de propositions d'amendements, mais personne ne peut franchir le Rubicon parmi eux, lever le petit doigt pour dire que je suis contre. Donc la raison est déjà en amont là, c'est ce que vous dites. Eh bien oui, ça veut dire que il y a des textes pour vider tout député là-dedans appartenant à un groupe, à un parti qui ne marcherait pas droit. Donc il faut bien le comprendre. Mais vous êtes du groupe parlementaire de Mamadou. Nous sommes au moins 8 partis dans ce groupe. Nous avons un minimum d'autonomie. Nous sommes solidaires
puisque nous réclamons de l'opposition et c'est tout à fait normal. Ils ont tous voté pour. Mais comment comprendre que les membres de votre groupe parlementaire aient tous voté en faveur de cette déclaration malgré votre solidarité. Malgré tout ce que vous nous dites ce matin, nous avions eu le même jour, je le rappelle, sur cette antenne, dans cette émission, M. Dembo Silla, qui est le président de votre groupe parlementaire et qui dénonçait même le fait que vous n'aviez pas reçu copie de la déclaration avant le jour J. Et comme par magie, par extraordinaire, il fait partie de ceux qui ont adoublé cette déclaration. Vous devez comprendre que... Comment vous voulez expliquer? Dans le groupe parlementaire, il y a d'abord un texte constitutionnel qui gouverne le vote des députés. Le vote des députés, quels que soient les ordres que vous avez pu recevoir avant d'entrer en plénière, eh bien, votre vote est libre. Vous n'avez pas à obéir à des ordres donnés dans un groupe. Mais il y a d'autres textes dans les partis qui ont été votés par la précédente législature qui permet à un parti de vider, de sanctionner donc par l'exclusion du parti. Donc si je prends l'UFD, qui est membre de votre groupe parlementaire, c'est que si les députés de ce parti de Mamadou Sylla n'avaient pas voté pour, il aurait pu les éjecter, alors que vous êtes tout seul, le président de votre parti est député, ce qui fait que vous êtes indépendant. Il ne le fera pas puisqu'il est de l'opposition. Mais je dis que je prends l'exemple du RPG. Qui est de l'opposition? Je parle du RPG, je dis qu'aucun député donc de la mouvance présidentielle ne peut oser voter contre, puisque... Ça se comprend. Il y a des sanctions. Ça se comprend, mais au moins ceux de l'opposition, ne l'ont pas fait. Il faut comprendre, moi maintenant je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsqu'il faut avoir des attitudes jusqu'au boutiste, on s'est retrouvé à l'Assemblée, on fait avec. Est-ce que c'est de notre faute si ceux qui pouvaient être là avec nous, avec lesquels on pouvait travailler, ont boycotté jusqu'à dire qu'ils vont empêcher les élections? Est-ce que c'est notre faute? Donc nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec des compatriotes qui sont engagés et qui sont réellement engagés dans le sens de l'opposition. Tout de même, à la fin du vote, quel sentiment vous a animé? Est-ce que vous étiez déçu? Vous étiez entre déception et disons, désolation face au fait que tout le monde, malgré ce que vous avez constaté, que Kassori soit venu faire une déclaration d'intention, une profession de foi, et qui ressemblait plutôt à un bilan de ses succès entre guillemets dont vous avez parlé dans cette émission, est-ce que vous étiez déçu à la fin, tout simplement? Eh bien, le problème c'est que je ne pouvais pas être surpris, parce que je connais le système. Bien. Je connais le système, et depuis la 9e législature, moi, je ne me souviens pas avoir vu plus de 3 voix contre. Il y a eu une fois, je pense, 6 voix contre. Il n'y a jamais eu plus. Et c'était exceptionnel. Et donc, moi, ça ne pouvait absolument pas m'étonner. Il y avait, vous savez, il y a énormément de démarches de couloir là-dedans. Moi, je dis, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Allez-y, cabinet. Alors, il y a une série de lois qui ont été récemment adoptées, notamment celle relative aux actes attentatoires et protectrices des agents de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu là-dessus? Eh bien, je me suis abstenu, puisque ce texte, nous l'avons critiqué, et avec raison. C'est un catalogue de délits qui découle directement des discours du chef de l'État. Et je dis que on a dit pêle-mêle, on va punir ceux qui jettent des ordures sur la voie publique, sans dire aux gens où est la poubelle dans laquelle ils vont mettre les ordures qui vont être enlevées par un service public quelconque. On dit non, il faut interdire l'exploitation artisanale de l'or, du diamant et autres. C'est un délit. Et en sachant que depuis des centaines d'années, des milliers d'années, les gens exploitent de façon artisanale. Maintenant, j'en profite pour dire que l'exploitation artisanale n'a jamais ruiné notre pays. L'exploitation... Non! Puisque les méthodes, les procédés sont durables. Une génération exploite un lopin et au bout quand il n'y a plus rien, ils s'en vont. Une génération après vient, remet la terre, récupère encore un peu d'or. Mais il n'y a pas de cyanure, il n'y a pas de mercure, les cours d'eau ne sont pas pollués, il n'y a pas de destruction de l'environnement, comme l'exploitation industrielle aujourd'hui. Donc, punir comme ça l'exploitation artisanale qui n'est pas illégale, sans prévoir des palliatifs, eh bien ça veut dire que ça va être des lois qui ne seront jamais appliquées, comme Medicrime.
Medicrime qui punit les médicaments frelatés, les faux médicaments, on est en train de tourner. Chaque fois, on vous dit oui, ça y est, cette fois c'est bon, on s'est organisé et on ne verra rien, puisqu'il y a de très gros intérêts derrière. Bien. Et donc, cette loi, moi, je me suis abstenu et on a demandé, par exemple, QNet que vous connaissez, qui a ruiné des dizaines de milliers de petits gens en Guinée qui n'ont jamais été remboursés. Eh bien, pourquoi on ne punirait pas ces grosses escroqueries monumentales au détriment du peuple? Et y compris, moi, j'ai demandé, figurez-vous, qu'il y ait des peines prévues contre les fraudes aux examens. Puisqu'aujourd'hui, la Guinée, voilà, on fabrique des enfants qui savent que tricher à l'examen, c'est tout à fait normal. Bien, monsieur... Voilà comment on fabrique des enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que ça devienne demain? Monsieur Badi Koba, président de l'UFD, député à l'Assemblée nationale, notre invité en ce jeudi. La suite avec vous, Akoumba Diallo. Monsieur Badiko, je ne sais pas si l'Assemblée se porte bien, mais j'aimerais plutôt vous poser quelques petites questions. Premièrement, vous êtes dans le cabinet du chef de file de l'opposition. Est-ce que vous êtes à l'aise? Et sinon, pourquoi ça coince? Deuxièmement, j'aimerais poser mes deux questions rapidement. Deuxièmement, c'est qu'il y a eu assez de rapports sur la Guinée, des rapports fournis par les ONG internationales pour la plupart, qui siègent dans le Conseil économique et social des Nations Unies, donc des rapports qui ne sont pas faits pour les tiroirs, j'imagine. Je parle de Human Rights Watch, je peux citer tant d'autres aussi, mais curieusement, il y a eu ce rapport du département d'État des États-Unis qui aussi met la Guinée sur le banc des accusés, après bien sûr l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas, vous qui êtes à l'Assemblée, ou en tant qu'organe de surveillance parlementaire, quelles pourraient être désormais vos positions? Mais d'abord, quelle est votre lecture de ces différents rapports? Alors merci. En ce qui concerne le cabinet chef de file, je dis que d'abord, ce n'est pas nous qui avons voté ce texte de chef de file. Nous sommes même contre ça, puisque on a remarqué que dans tous les pays où il y a un chef de file institutionnel, officiel qui est payé, il n'y a jamais eu d'alternance. Le Tchad, le Togo, le Mali et autres. Et je dis que on a fait l'expérience. Donc maintenant, il y a un texte qui est applicable. Eh bien, nous l'avons appliqué. Il faut savoir que là-dedans, c'est également un pont entre l'opposition et le pouvoir. C'est ce qui permet quand même de faire passer des messages au pouvoir et de maintenir une certaine forme de dialogue avec le pouvoir. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas uniquement là être... Donc ce qui justifie votre venue dans le cabinet? Eh bien oui, en respectant la loi, on a toujours essayé de respecter la loi. Est-ce que vous souscrivez à la réclamation faite par le chef de file de cette subvention, on dirait sans laquelle les membres de son cabinet n'existeraient pas? Eh bien, je suis désolé, les membres du cabinet ne sont pas rétribués par le chef de file. Chacun s'assume, la plupart c'est des députés ou des responsables de parti. Et je dis qu'il n'y a aucune raison que la loi ne soit pas appliquée, puisque c'est lui. C'est ça donc, le problème. Il a droit à son budget. Il a droit à un budget. Maintenant, le montant, il peut être discuté, mais il a droit à un budget. Et c'est quoi ce montant? Eh bien, moi, il y a eu, vous avez bien connu les fameux 500 millions. Qui ont été payés 2 fois et le bénéficiaire, il a fallu que ce soit ceux qui ont payé qui révèlent qu'ils ont payé à l'époque avec beaucoup de dénégations et tout ça. Donc je ne peux pas. Donc c'est lui en a bénéficié par 2 fois. Mamadou Sylla en a droit également. C'est votre argumentaire. Tant que le texte n'a pas été changé, eh bien, il a le droit. Mais est-ce que c'est vrai que ce texte-là, est-ce que vous avez appris dans les couloirs que ce texte est en voie d'être justement remanié? Absolument. Nous avons en main déjà le projet de loi sur la nouvelle charte des partis politiques. Donc, qui inclut là-dedans les problèmes de chef de file de l'opposition. Alors moi, je n'ai pas compris. Et donc cette subvention risque bien d'être supprimée.
Ah ben moi je ne peux pas vous en dire plus puisque le texte n'est pas encore discuté, il n'a pas été approuvé. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais M. Ba, vous avez pour habitude de dénoncer les textes avant même leur adoption. Peut-être qu'il y a des dispositions dans est-ce que la mouvance veut supprimer ce texte-là qui ne vous plaît? Est-ce que la mouvance, qui quand même est à majorité écrasante, est-ce que la droit de l'homme? Oui, nous sommes toujours dans ce premier volet de ta question. Est-ce que la mouvance est en passe justement est-ce que la mouvance est favorable à la suppression de cette subvention au chef de file de l'opposition? Moi, je n'ai pas connaissance du tout d'une position semblable. Le montant peut être rediscuté, mais apparemment, tout le monde reconnaît que le chef de file, qui a quand même une installation, qui a un cabinet, il a le droit d'avoir une aide pour ça, mais pas pour payer des membres du cabinet. Une question sur votre mais il y a des acteurs politiques qui ne reconnaissent pas à Mamadou Sylla le statut de chef de file de l'opposition. Qu'en dites-vous? Eh bien ça c'est le cas notamment de l'UFR, c'est le cas de Lansana Kouyaté, mais aussi de Kourouma du RRD qui est député également à l'Assemblée. C'est leur problème, je dis que ça s'appelle une tempête dans un verre d'eau. Ça ne changera rien. On nous a annoncé des plaintes qui n'ont jamais eu lieu, puisque justement les gens sont suffisamment avisés pour savoir que ça ne mènerait à rien. J'ai quand même une question sur la ligne de communication de votre cabinet. Dans un premier temps, elle était plus ou moins accommodante avec le président. Il faut reconnaître qu'il a fait des efforts, il faut dialoguer avec lui. Mais depuis 3-4 jours, Mamadou Sylla va à la radicalisation. On ne comprend pas du tout. On apprend que sa conseillère chargée de com a pris ses distances. Donc là aussi, ça coince. Qu'est-ce qui se passe? Ça coince encore plus à l'intérieur. Pourquoi le chef de file rue dans les brancards? Eh bien, il ne fait que son devoir. Il doit être à l'écoute du peuple. Il ne peut pas avoir une attitude figée. Et il est à l'écoute, lui et nous tous sommes à l'écoute des populations. À moins de mois. Non, mais la deuxième question d'Akoumba, il faut qu'on progresse. La deuxième question, nous sommes dans une situation extrêmement dramatique, extrêmement grave, puisque nous avons aujourd'hui des gens qui sont arrêtés pour des délits extrêmement graves, au moins sur le plan théorique, et qui ne sont pas jugés. Ça fait déjà 6 mois. Donc c'est une anomalie et il faut y mettre fin. Nous avons obtenu difficilement d'ailleurs d'aller rencontrer ces détenus pour leur remonter le moral, exprimer notre solidarité, sans nous mêler du dossier judiciaire. Vous n'avez rien à dire à Mamadou Sylla qui, dans un premier temps, à s'écouter a dit à Alpha, vous êtes le président de la République, on doit quand même vous soutenir, vous aider. Et puis après, c'est quelqu'un qui n'a même pas géré un quartier. Cette dissonance, cette disharmonie-là, vous n'avez rien à lui suggérer? Moi, je ne vois pas de disharmonie. C'est lui qui est responsable de ses propos. C'est lui qui c'est pas... Il y a des conseillers dans le cabinet. Peut-être un mot avant de donner la parole aux auditeurs. Un mot sur... vous parliez de ce rapport. À votre place hier, le ministre de la Communication et de l'Information affirmait que le rapport, notamment publié par le département d'État des États-Unis, était bourré d'irrégularités. Qu'en pensez-vous? Je dis que le gouvernement, croyez-moi, le gouvernement sait très bien la menace qui pèse sur lui. Et nous sommes heureux que la nouvelle administration, aujourd'hui, soit plus ferme. Américaine, vous voulez dire? Américaine, soit plus ferme avec les gouvernements africains en général. Maintenant, je vous rappelle une chose extrêmement grave. Le président de la République, le président Alpha Condé, s'était battu pour que la Guinée et d'autres pays se retirent collectivement, toute l'Afrique se retire de la CPI, pour avoir le droit de tuer à huis clos, d'emprisonner à huis clos. Ça n'a pas marché et il faut aujourd'hui vraiment remercier toute la communauté internationale qui s'intéresse à la Guinée, mais en sachant que les problèmes guinéens, c'est d'abord... Donc ça, c'est quand même un mot sur celui d'Alain Diallo, qui est quand même empêché de sortir de la Guinée, son passeport confisqué. Est-ce que c'est une situation qui vous révolte? Eh bien, moi, je dis qu'il faut que le droit, il faut que l'état de droit soit respecté et que le droit de la libre circulation, c'est un droit constitutionnel et qu'il faut qu'il soit respecté. S'il n'est pas poursuivi, si la justice n'a pas engagé de poursuivre contre lui, et même si ça s'est fait, eh bien, il faut qu'on le sache et qu'il soit notifié dans les règles, c'est tout, mais pas que ce soit dans le fauteuil d'un avion qui découvre qu'il est interdit de sortir. Bien, dernière question, Mohamed. Oui, honorable, que pensez-vous de la flambée actuelle des prix sur le marché, et surtout dans un contexte où la Guinée avait été annoncée courant 2020 comme faisant partie des 5 pays les plus résilients à l'impact de la Covid?
Eh bien, voilà les paradoxes. Voilà l'escroquerie politique que nous avons. La Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Une population qui crève de faim pratiquement. Puisque tous les prix ont flambé, plus rien n'est accessible. Et le Premier ministre, qui adore le langage FMI, a expliqué l'autre jour au forum des hommes d'affaires que oui, on importe tout ce que nous consommons, on exporte tout ce que nous produisons. Eh bien, il faut appeler un chat. C'est ça la néocolonie. C'est ça la colonisation. C'est-à-dire que on vient vous arracher vos matières premières brutes non transformées à vil prix et on vous balance dessus des produits manufacturés chers et que vous ne pouvez pas supporter. Donc on ne contrôle rien là-dedans puisqu'on ne produit pas grand-chose. On ne produit rien. Et encore une fois, c'est du cinéma qu'on est en train de nous faire. Un poulet, on va avoir des poulets partout dans les pays. On va manger des poulets n'importe quand. Je rappelle que le président de la République est spécialiste de ce genre d'annonce. Il a quand même parachuté plein de chèvres dans le pays disant qu'avec ça, on va avoir plein du fromage, du lait et tout ça. Toutes ces chèvres sont mortes tout à l'avenir. Les chèvres sont mortes comme le chinois est mort. Bien. Monsieur Badi Koba. Je vous préviens, le chinois risque d'être mort. Où il est à l'agonie déjà sur la route de Koya d'Abola. Monsieur Badi Koba, il est le président de l'UFD, député à l'Assemblée nationale. On va à présent le soumettre au test des questions de nos auditeurs. Mirador, la politique est devenue une pub, une mise en scène. Un affrontement entre vendeurs où la cravate et la belle robe camouflent efficacement la vacuité et l'ineptie du discours. Jean Dion. FIM FM. Mirador. Empoignade. Sans filtre, face aux questions des citoyens. 5 minutes pour vous adresser directement à notre invité, M. Badi Koba. Il est le président de l'UFD, député à l'Assemblée nationale. Vous nous appelez à présent au 629 47 47 98 ou au 666 41 53 53 et pour lui adresser directement vos questions. C'est un premier auditeur au bout de fil. Bonjour. Bonjour M. Diallo, bonjour à tous et à toutes et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Bonjour à vous. Qui vous appelle Danko 5. Monsieur Boubacar qui nous appelle Danko 5. Merci beaucoup. J'ai justement tout d'abord une question pour vous, M. Aboubacar. C'est concernant FIM 24. Parce que je ne sais pas si la télé est fonctionnelle. La télé très bientôt, Inch'Allah. La télé arrive, Aboubacar Sidibé, la télé arrive très bientôt, mais nous avons déjà une chaîne YouTube dont le nom est FIM 24. Vous allez sur YouTube, vous tapez FIM 24. Par exemple, cette émission, vous nous captez directement. Merci beaucoup, M. Mara. Je reviens pour votre invité. Je dis bonjour à Honorable Ba. Merci. Honorable Ba, vous dites que déjà un projet concernant la suppression, n'est-ce pas, comment dirais-je, de ce montant-là. Et je vous pose la question, si toutefois que ce montant-là, alloué, n'est-ce pas, à monsieur le chef de l'opposition est supprimé, est-ce que vous allez continuer à rester, n'est-ce pas, comme étant un membre, n'est-ce pas, de son cabinet? Ça, c'est un. Deuxième question, c'est concernant, n'est-ce pas, la flambée de ces prix. Vous savez, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'échanger directement avec un élu du peuple, je lui pose la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour quand même homologuer le pays et les prix des denrées dans notre pays? Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que les prix aujourd'hui sont intouchables. Bien. Merci à vous, chers auditeurs. Très rapidement, il faut dire que je n'ai pas compris la référence au texte sur les partis politiques. C'est vrai que s'il était envisagé dans la retouche de la loi sur le statut du chef de file, s'il était envisagé la suppression de la subvention, est-ce que vous y resteriez? Eh bien là, je trouve que c'est presque une insulte qui m'est adressée, puisque j'ai déjà expliqué que nous ne sommes pas avec le chef de file dans son cabinet pour des problèmes d'argent. Moi, Dieu merci, je me suffis. Donc vous le compatriote également, il y a un problème, c'est que l'Assemblée ne gouverne pas. Et le président de la République nous l'a bien signifié lorsqu'on lui a rendu visite, que c'est le gouvernement qui gouverne, c'est lui qui prend les décisions. Nous sommes là pour voter des lois et accessoirement voir est-ce qu'elles ont été appliquées. Bien. Mais on n'est pas, c'est pas nous qui gouvernons, c'est le gouvernement.
Bien, Monsieur Badiko, donc face aux questions de nos auditeurs, deux auditeurs au même moment sur nos deux lignes. Un premier auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Je suis Abdoulaye Sow depuis Concasseur. Monsieur Abdoulaye Sow depuis Concasseur. Vous gardez la ligne, nous allons prendre l'autre auditeur sur la seconde ligne. Bonjour à vous. Bonjour à Boaka, bonjour à vos 12 millions d'auditeurs et permettez-moi de vous souhaiter toutes les chances du monde. Je suis ici à Gabari, je vous appelle depuis la T6 et bonjour à Monsieur Badiko. Bonjour à vous, Monsieur Isia Gabari depuis la T6. Nous revenons donc à Sow, d'Anko 5. Votre question à l'honorable Badiko, donc notre invité. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, de m'avoir donné la parole. Je dis bonjour à Monsieur l'honorable. Bonjour. Je n'ai qu'une question. Concernant actuellement les cas qui se passent dans les quartiers. Le Premier ministre a eu le courage d'aller devant vous-même. Les représentations de la nation aujourd'hui qui se retrouvent au palais à chaque fois. Le Premier ministre a fait une déclaration devant vous en disant que lui, il ne savait pas qu'il y a des cas dans les quartiers. Qu'allez-vous faire maintenant pour dire à ce gouvernement d'arrêter ça et de rembourser ce qu'ils ont fait le quartier? Bien, merci pour votre question. Nous allons donner la possibilité à l'autre auditeur de la T6 de poser sa question. Allez-y. Merci beaucoup, Aboukar. La question est très simple. J'aimerais juste demander à l'honorable quelle différence y a-t-il entre le bureau politique. Bien, la ligne se dégrade, la liaison se dégrade entre Barry et le studio. Est-ce Barry, vous êtes toujours là? Bien, Barry, donc il n'est plus avec nous. Vous allez répondre aux questions. Encore une fois, nous aujourd'hui, la seule chose que nous sommes en train de faire à l'Assemblée, c'est au niveau du groupe parlementaire et d'autres collègues députés, c'est de faire une proposition de loi pour réglementer les loyers dans le pays. Aujourd'hui, avec justement à la suite de ces casses, les loyers ont explosé à Conakry. Les propriétaires font absolument tout ce qu'ils veulent. Le pauvre citoyen n'est pas protégé. On peut vous demander 1 an, 2 ans d'avance de loyer. Et puis on peut vous augmenter le loyer au bout de 3 mois. Il y a un désordre absolument terrible là-dedans. Pour l'instant, c'est ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas à nous de rembourser les casses que le gouvernement a faites. Et nous n'avons pas, on s'est exprimé le moment venu, que la situation est intenable à Conakry. C'est une mégapole qui est invivable pour ces pauvres habitants. Merci à vous. Je l'explique à vous dire merci, Monsieur Ba. Merci d'être passé dans cette émission. C'est terminé pour le numéro de ce jeudi. Mirador sera la rediffusion de l'émission à suivre à 23h sur notre antenne FIM FM 95.3. Vous avez eu la possibilité de nous suivre via toutes nos plateformes. Merci de l'attention. Merci aux 5. Merci à l'équipe technique Alpha Diaouné, Ibrahim Babin Diallo, mais aussi à Khalil Lawada qui a géré notre page. Merci à vous tous. La rédaction s'impose avec Mamadou Aliou Bangoura dans le grand virage et derrière ce sont les jeux. Les programmes se poursuivent sur FIM FM.